Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Moi c'est Anne-Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et aujourd'hui nous mettons le cap à l'ouest, direction le nord de la Californie dans la petite ville de Monterey. Mon invité a rencontré le grand amour à Bali, en Asie, et l'heureux élu, un beau surfeur californien, ça ne s'invente pas, est parti à la découverte de monde à ses côtés. Après quelques longs mois à compter les jours avant les prochaines retrouvailles, Marjorie et Dylan décident de se marier et Marjorie de tenter l'aventure en Californie. C'est sans compter sur le collège des masseurs kinésithérapeutes américains qui lui donne du fil à retordre, et honnêtement c'est peu de le dire, pour convertir son diplôme français et ainsi pouvoir exercer en tant que kiné aux États-Unis. Comment on fait quand on a tout plaqué pour vivre à l'autre bout du monde, mais que son diplôme n'est tout simplement pas reconnu ? Et ce serait très mal connaître Marjorie de penser que ça pourrait l'arrêter. Marjorie est déterminée, Dylan est positif, encore une belle histoire. Alors c'est parti, next stop, Monterey, Californie. Pour aller là où je vous emmène, j'ai juste traversé la route, que vous pouvez peut-être entendre en fond. Et là, ça y est, je suis sur la plage. Et on entend juste le bruit des vagues. C'est quand même assez magique d'avoir ça à 2 minutes de la maison. On est entouré de dunes. Et la plage où je suis s'appelle Del Monte Beach. Et en fait, c'est une plage immense qu'on peut rejoindre à pied. On peut même aller jusqu'à Santa Cruz, faire toute la baie de Monterey. Je vais vous laisser écouter le bruit des vagues. Bonjour, moi c'est Marjorie, j'ai 33 ans et j'habite à Monterey en Californie depuis 2 ans et demi à peu près. C'est dans le nord de la Californie, c'est à 2 heures au sud de San Francisco à peu près. J'ai déménagé là par amour pour rejoindre celui qui est devenu mon mari. T'as une histoire d'amour assez particulière. J'aime bien les histoires d'amour comme ça, un peu à épisode, un peu comme dans les films. Est-ce que tu pourrais nous raconter la rencontre avec ton mari ? En commençant par à quoi ressemblait en fait ta vie à ce moment-là ? Je sortais d'une rupture un peu compliquée, on va dire. J'avais passé une année à faire la fête et j'avais besoin un peu de me recentrer, comme on dit. Donc j'avais envie de partir en voyage solo depuis un moment et j'avais un peu la trouille. J'ai eu la chance que mon papa me pousse un petit peu et je me suis envolée pour Bali pour 15 jours. Dans l'idée un peu, tu vois, genre retraite, de prendre un peu du temps pour moi. Donc j'ai fait pas mal de plongée sous-marine, j'ai fait du yoga, enfin voilà, je me suis un peu détoxée, on va dire. Et puis j'ai eu une histoire un peu folle, c'est que au moment de partir, en fait, ils ont perdu ma valise à l'aéroport. Donc je suis arrivée à Bali sans valise. Voilà, je suis arrivée, tu vois, en manche longue, machin, parce que dans l'avion il fait froid et à Bali il faisait 40, 60% d'humidité, enfin voilà. Ouh, dur. Donc la compagnie aérienne en fait m'a offert un voucher pour utiliser plus tard, sauf que je comptais pas repartir en Asie à ce moment-là. Et je me suis décidée à prolonger un peu mon voyage de quelques jours. Et je me suis dit, je suis à Bali, je vais aller surfer. Donc je me suis retrouvée à Canggu, qui est une petite ville sur la côte ouest de Bali. Et le premier soir, j'ai rencontré un grand brun qui m'a fait du charme. Et on a passé la soirée, on était dans une auberge de jeunesse, on a passé la soirée, on a fait la fête et tout ça. Et puis après quelques jours, 2 jours à se courir après, il s'est enfin décidé à m'embrasser. Comment s'appelle ce beau brun ? Il s'appelle Dylan. Voilà, okay. Le vrai prénom américain qui, aux États-Unis, n'est pas courant. C'est ça qui est assez drôle. Oui, c'est vrai. Et en fait, pour moi, c'était un peu un flirt de vacances. Tu vois, je savais pas trop ce qui allait se passer parce qu'il habite quand même en Californie, donc de la France, Ça faisait un peu loin. Et puis, en rentrant en France, j'étais en train d'acheter un appart et je me suis dit qu'il fallait que je réalise mon rêve et que je parte dans quelques mois, avant mes 30 ans, en voyage solo long. J'avais décidé, donc j'ai arrêté l'achat d'appart. Mais on est resté en contact. Je peux pas te dire pourquoi. J'en ai aucune idée. On s'est appelé. Mais genre en contact, un petit texto de temps en temps ou genre on s'écrit tous les jours
Genre, on s'appelle 4 heures par jour sur Skype. D'accord, ouais, donc un vrai contact, quoi. Ok, d'accord. Sachant que celui qui est devenu mon mari déteste le téléphone. Donc, voilà, c'est assez drôle. Et puis, ça s'est fait comme ça. Enfin, rien de... Je sais pas, on a gardé contact vraiment. Et puis, j'ai décidé de venir en Californie pour les vacances. Bon, je suis quand même partie 5 semaines. Je sais pas, dans ma tête, je me disais, soit il se passe quelque chose, soit on se rapote et on va faire un bon road trip, tu vois. Alors, je raconte toujours, enfin, quand je suis partie à Bali, j'avais la team de mes copines et notamment ma mère qui disait, fais attention, tu vois, tout ça. Et puis l'autre partie qui disait, vas-y, à fond. Et quand je suis partie en Californie, c'était un peu genre... Marjo, ça se trouve, c'est un serial killer. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, tu le connais pas, le mec, tu l'as vu 3 jours, quoi. Voilà. Donc, je suis partie. Je rêvais de voir la Californie dans tous les cas, San Francisco, les grands parcs, tout ça. Et quand je suis arrivée, ça a été instantané. Enfin, voilà. Des papillons dans le ventre, tout. Ah ouais, la totale, quoi. Et là, je me suis dit, bon, ok, le mec, il habite à 10 000 kilomètres de chez moi. Comment ça va se passer? J'étais pas trop la fille longue distance, tu vois. C'était pas trop mon truc. Personne n'est fan, hein, je pense. Voilà. Donc, on a fait ça comme ça. On a fait nos 5 semaines, les grands parcs. Enfin, on s'est régalé. Et en rentrant dans l'avion, je me suis dit, bon, il faut que je retourne là-bas. Donc, je suis repartie j'ai fait une surprise pour Thanksgiving. J'ai organisé ça avec son meilleur pote. Et j'ai débarqué à Thanksgiving. Alors, c'était juste après l'élection de Trump. Enfin, je me souviens, il m'a appelé le soir de l'élection, tu vois. Vraiment, traumatisée presque. Et le fait que je vienne quelques semaines après, ça a fait du bien, je crois. Donc, je suis venue, voilà. Et puis ensuite, on a fait un peu les allers-retours. Il est venu 2 fois en France. Il a rencontré ma famille, tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, voilà, moi, je suis quand même dans cette idée de partir en voyage long. Enfin, lui, il avait voyagé pendant 9 mois, Europe et Asie du Sud-Est avant qu'on se rencontre. J'ai dit, bon, c'est toujours dans mes plans, j'ai envie de partir, quoi. Et il m'a dit, écoute, j'ai pas fait l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, je te suis. Dylan, il voyage énormément. Ses parents vont beaucoup voyager, ils ont habité en Europe, c'est un grand voyageur. Comme moi, on a eu le virus très jeune, donc c'est chouette. Et nous voilà partis, du coup. On est partis en novembre 2017. Et on est partis pour 7 mois. Ah ouais. On s'est dit, on savait pas trop, tu vois. On s'est dit entre 6 et 9 mois, on verra en fonction. Et comment tu gères côté boulot? Parce que donc, de profession, on peut le dire, t'étais kiné. T'étais pas en début de carrière, enfin je veux dire t'étais bien lancé. Tu dis salut les gars, moi je sais pas quand je rentre, mais je vais aller visiter l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ouais, c'était un peu ça. Alors en fait, moi j'étais ce qu'on appelle en France assistante, donc je travaillais dans un cabinet et je reversais une partie de mon salaire pour en fait payer l'infrastructure, si tu veux, le cabinet. Tout ce que tu peux utiliser dans le cabinet. Donc, 2 mois avant de partir, on savait quand même, ça se prépare un minimum, ce genre de voyage. J'ai dit à mes collègues et à mes associés, je m'en vais, donc on va trouver quelqu'un pour me remplacer. Et à ce moment-là, j'ai pas fait un remplacement, c'est-à-dire que je suis partie. Enfin, j'ai quitté le cabinet. J'ai pris un congé sans solde, en gros, sabbatique, je sais pas comment on peut le dire, de 7 mois. Et quand je suis rentrée, par contre, là, j'ai fait des remplacements. Parce que au moment où je suis rentrée, je savais qu'à un moment donné, j'allais repartir. Donc, du coup, je suis repartie. Enfin, après, j'ai fait que des remplacements parce que je me suis dit, je vais pas reprendre un poste pour 6 mois, ça sert à rien. Mais entre-temps, non, j'ai pas travaillé. On était en sans solde et Dylan, en fait, était entre 2 boulots à ce moment-là. Donc, comme quand il était parti 9 mois, il a dit, salut, je m'en vais. Tu sais, aux États-Unis, c'est facile de s'en aller. Et quand il est revenu, il a repris un autre boulot. Alors, comment se passe ce voyage un peu incroyable? Écoute, il se passe bien. On est partis, donc on avait pris chacun notre billet pour se retrouver à Santiago du Chili. Et on a commencé de Santiago, on est remonté en tout jusqu'au Mexique, par la côte ouest, en gros, et en bus. Enfin, on n'a pas pris d'autres transports, on n'a pas pris l'avion. On a juste fait un petit saut en France au mois de février, parce que ma sœur avait décidé d'être enceinte juste avant que je parte. Elle fait exprès. Voilà.
C'était un peu ça. Au moment où on a décidé de partir, on a découvert qu'elle était enceinte. Et donc, ma nièce est née en février. Donc, on avait fait un petit saut. Alors, je te laisse imaginer partir de Colombie en plein été, parce que là-bas, c'était l'été. Et arriver à Charles de Gaulle avec de la neige, tu vois. Enfin, voilà, les avions avaient été décalés parce qu'il neigeait. Enfin, bon, c'était assez drôle. Mais du coup, on a passé 2 semaines en France et puis on est reparti. Et là, on a fait un petit saut. Donc, on était parti de Colombie et on est remonté au Nicaragua directement. D'accord. Alors, on a évité Costa Rica au milieu parce que c'est assez cher quand tu fais un backpack. J'imagine. J'essaye de faire un peu à la légère. Et on est remonté jusqu'au Mexique. Voilà, tout ça sur 7 mois. Donc, on a fait en tout 7 pays. Puis on a terminé ça en Floride, parce que Dylan avait de la famille en Floride. On était allé rendre visite. Puis là, il a fallu se séparer. Tu sais, tu vis 7 mois avec quelqu'un. Déjà, quand tu pars, tu sais pas si ça va bien se passer. Tu te dis, bon, c'est un peu le gros test, quoi. Si on peut passer 7 mois en sac à dos, parce que il y a la vie de backpack sur Instagram et il y a la vraie vie de backpack. C'est quoi le cliché auquel tu voudrais absolument tordre le cou ? Que tu es toujours beau, que t'as pas de marque de bronzage ou des bleus partout parce que tu tombes en rando ou que tu vois, t'es toujours dans des hôtels de luxe. Enfin non, si tu fais du vrai backpack, dans des paysages à tomber. Voilà, alors des paysages les paysages à tomber, les gens merveilleux que tu rencontres, oui. Ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai, ouais. Et surtout si tu es là en tant que... Enfin, tu essayes d'aller à la rencontre de la population, tu vois. Si tu es là juste en tant que touriste. C'est la grosse différence de voyager longtemps. Quand tu voyages longtemps, tu as le temps. Voilà. C'est vraiment... Moi, j'ai adoré ce type de voyage parce que, tu vois, le Nicaragua, on devait y rester 3 semaines. Et on est resté quasiment 7 semaines. Juste parce qu'on s'y plaisait, quoi. On a rencontré des copains là-bas. Et donc, c'était... Enfin... C'est vraiment un autre type de voyage. Mais il y a des hauts, il y a des bas. Enfin, des fois, t'es fatigué, des fois, t'as pas envie, des fois, ta famille te manque, des fois, t'es malade, ça arrive. Ou tu prends une grosse cuite la veille, tu vois, du coup, tes plans s'annulent. Enfin, il se passe plein de trucs. Donc, quand tu es avec quelqu'un, il y a des hauts, des bas, comme dans la vraie vie. Et c'est un bon test. Aussi, l'adaptabilité. Enfin, Dylan, il l'avait quand même fait avant pendant 9 mois, donc il savait un peu où il allait. On avait réservé que nos 3 premières nuits au Chili. Le reste, on a tout fait au jour le jour. Et il y a des imprévus. Enfin, tu vois, il y a des histoires après qui deviennent des histoires drôles à raconter une fois que tu rentres. Mais sur le coup, des fois, c'est pas très drôle. T'as un exemple ? Par exemple, un jour, c'était au début du voyage. Donc moi, j'étais pas encore hyper confiante. Que j'ai quand même une part de moi qui est un peu craintive de temps en temps. Et on était au Chili et on a pris un bus de nuit et on devait arriver dans la nouvelle ville à peu près vers 6h30 du matin, tu vois. Sachant que tout ouvre à 6h, 7h, tout est ouvert, machin. Le bus de nuit, on sait pas ce qu'il a pris. Il est arrivé finalement à 4h et quelques. Donc on est arrivé en pleine nuit dans une gare routière au milieu de nulle part et avec nos sacs à dos tout puisqu'on changeait de ville, tu vois. Donc des fois tu transportes tout ce que t'as. Et moi je faisais pas trop la fière. Et on a commencé à marcher le long de la route et franchement j'étais pas très rassurée, tu vois. Et Dylan, lui, il a jamais peur de rien. Il était tout confiant, tu vois. Il a fait pire. Et puis on commençait à voir des gens vraiment pas un peu louche. Enfin, moi, j'étais vraiment pas rassurée. Et en fait, je pense qu'entre la fatigue à ce moment-là, parce qu'on avait quand même fait un bus de nuit, j'ai craqué, quoi. Tu vois, je me suis mise à pleurer. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et Dylan a très bien réagi. Et c'est ça qui m'a fait plus tard dire, bon, je peux quand même compter sur lui. Il m'a posé sur un banc. Il a dit, ça va aller. En plus, il faisait un froid ce soir-là. Enfin, c'était vraiment le truc. Tu dis, bon, aujourd'hui, j'en rigole beaucoup, mais... Et il a eu l'idée toute bête de dire, écoute, je vois la place du village, il y a une église, c'est un pays qui est quand même très religieux, très branché église, on va aller se mettre sur la place de l'église et il nous arrivera rien. Et dans ces moments-là, tu réfléchis pas, donc tu suis, et puis on est arrivé à l'église, et en fait, il y avait des nonnes qui nous ont offert le petit déjeuner, enfin, jusqu'à ce qu'il soit 6h et que tout le monde ouvre et qu'on puisse trouver du wifi pour prendre un hostel, tu vois, que ça ouvre. Et voilà, aujourd'hui, c'est une épreuve qui me dit, bon, finalement, je peux le faire, tout va bien. Sur le coup, j'en menais pas large. Et ça t'apprend que la personne qui est avec toi, tu peux compter sur elle.
Ou que pas du tout. Des fois, tu te dis... ça peut être une révélation dans l'autre sens. Ouais. Et puis, quand on est arrivé en Floride, qu'il a fallu se séparer, Dylan reprenait l'avion pour la Californie, moi pour la France. 7 mois, H24... c'était horrible. Enfin, vraiment, c'était un déchirement. Dans l'avion, j'ai pleuré tout le long. Je suis arrivée... Tu vois, j'étais ravie de voir mes parents, ma sœur. J'ai une de mes meilleures amies, enfin la mère de mon filleul qui est venue me chercher à l'aéroport et tout, mais je faisais que pleurer en fait. C'était horrible. Parce que tu sais pas quand tu le reverras, ça ou... En plus j'avais pas de billet de retour. Enfin, tu sais, tu rentres après 7 mois, le compte en banque il a pris un coup quoi. On avait bossé pendant 1 an pour économiser pour ça, mais au retour. Je suis rentrée, 15 jours plus tard, je rebossais. Ouais. Et puis là, à pleurer tous les jours, tous les soirs en rentrant, tu vois, je me suis dit, bon, déjà, je vais y retourner. Et on a commencé à discuter de la suite, quoi. On s'est dit... Il était dans le même état, lui ? Ouais, il était pas bien. Enfin, tu vois, vraiment, c'était... c'est dur. C'était vraiment dur. Normalement, tu vois, on avait pris un peu l'habitude. Sur les 2 ans où on a fait ça, aller-retour, on se disait... après... les 2 premières semaines, c'est le pire. Et ça, je le dis à tous les couples qui sont éloignés. Bon, alors avec le Covid, aujourd'hui, c'est encore pire. Mais souvent, quand tu te sépares, les 2 premières semaines sont vraiment dures. Et puis, ta vie reprend, en fait. Tu vois, tu reprends ton boulot. Là, ma vie, elle reprenait pas vraiment parce que j'étais en remplacement. Et puis c'était beaucoup trop quoi, 7 mois. C'était on voulait être ensemble. Donc on en a pas mal discuté et puis alors Dylan à l'époque, il voulait être commissaire de police judiciaire. Donc ça tu peux pas le faire sauf si tu as la nationalité dans un pays, que ça soit la France, les États-Unis, voilà. Donc on s'était dit bon, si on se marie, nationalité, il aura dans 5 ans. Ça poussait un peu quand même pour faire ça en France, tu vois. Moi, je m'étais renseignée, j'avais une équivalence possible de kiné. On va y revenir, je crois. Possible, je dis bien possible. Et donc, après multiples décisions, discussions, etc., on a décidé que c'était moi qui allais venir. Et ça s'est fait comme ça. Donc, on est rentré au mois de juin 2018. Et en février 2019, je m'envolais pour la Californie. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, mais en général, la semaine et le soir, c'est assez désert. Et c'est un endroit où j'aime beaucoup venir me ressourcer. Donc du coup, vous vous dites que les États-Unis, ce sera l'itinéraire, en tout cas le début de votre relation, ça aurait pas mal de sens. Et pour que tu puisses aller aux États-Unis, vous décidez de vous marier. C'est ça. Mais bien sûr, on précise pour les mauvaises langues, vous vous aimez d'amour et bien entendu. Oui. Parce que moi, j'étais pas trop pro-mariage, donc si je l'ai fait, c'est que j'imaginais... Ah ouais, tu penses que tu te serais pas mariée sinon ? Non, je pense pas. Honnêtement, j'ai des parents qui se sont mariés après 20 ans de vie commune. Donc j'étais née, j'avais 18 ans quand ils se sont mariés. C'est génial, tu fais le mariage des parents, c'est trop bien. Ouais, j'ai même organisé en fait. C'est génial. C'est chouette. Mais c'est pas quelque chose... dans ma famille, tu vois, le mariage, c'est pas une culture, c'est pas un but en soi. Alors après, Dylan étant américain, c'est quand même dans sa culture et c'est quand même un but. Ça, je le note. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, mais c'est vrai que dans tous les amis qu'on a, c'est quand même au bout d'un moment, quand tu dates quelqu'un à nos âges, 30 ans, tu dates quelqu'un pendant 2-3 ans, souvent, c'est l'étape d'après. Mais bon, quand il a mis un genou à terre et qu'il m'a demandé... il a mis le genou à terre, voilà. Attends, faut que tu racontes. Oui, quand j'y suis retournée, donc en septembre, après notre long voyage, on en avait quand même discuté. Il m'a pas fait ça en surprise, parce que là, je suis pas sûre que j'aurais dit, oui, tout de suite. on en avait quand même discuté. Mais il m'a emmenée dans mon endroit préféré à Monterrey. Ouais. Qui s'appelle Point Lobos. C'est quoi ? C'est c'est un parc d'État et en fait la côte ressemble énormément à la côte aux Calanques de Marseille. Ah, joli, ok. Voilà, donc ça me fait penser un peu à la maison, tu vois, il y a des pins. Bon, sauf qu'il y a des otaries et des phoques dans l'eau au lieu d'avoir parce qu'il fait un peu froid, des dauphins parce qu'il fait un peu froid. C'est le Pacifique Nord. Ouais.
Mais c'est vraiment un endroit qui m'apaise. Enfin, c'est un peu ma happy place ici. D'accord. Et il m'a emmené là-bas. Et ce qui était rigolo, c'est que donc je suis venue pour son anniversaire, parce qu'il est né en septembre. Et tu sais, je m'étais dit, alors quand est-ce qu'il va me demander? Alors l'histoire de la bague, il avait demandé à ma meilleure amie. Ah oui, d'accord. Vous étiez mis d'accord, mais il avait quand même, on savait qu'il allait me demander, mais il voulait faire le taf et il voulait me faire un peu la surprise de où, quand, comment. Il m'avait fait croire que ça serait pas à Point Lobos. Il m'avait dit non, j'ai trouvé l'endroit parfait. Moi, j'étais un peu deg, tu vois, c'était assez rigolo. Et en fait, il m'a emmené là pour un pique-nique le jour de son anniversaire. Et je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit, il va pas me demander un mariage le jour de son anniversaire. Ça va pas tout mélanger, quoi. Voilà. Et en fait, si. Pour lui, c'était important. Donc, voilà, il m'a emmené jusqu'au bout. Et il a mis le genou à terre. Et voilà, il m'a demandé si je voulais passer le reste de ma vie avec lui. Et il était trop mignon. Alors, du coup, j'ai dit oui. Donc du coup, tu reviens donc un petit peu plus tard pour t'y installer avec cette compréhension, cette impression que tu vas pouvoir bosser en tant que kiné puisque c'est ton travail en France et qu'a priori il y a des équivalences. Je t'ai demandé de venir nous parler de ton histoire d'amour parce que je la trouve assez incroyable, mais aussi de ça parce que je trouve que c'est plus fréquent en fait qu'on le pense. C'est d'arriver dans un pays dans lequel on va aller vivre et de ne pas pouvoir travailler. Alors, on a déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast de personnes qui ne pouvaient pas travailler du fait de leur visa, parce que voilà, des fois le visa du conjoint suiveur permet pas de le faire. Mais il y a pas mal d'exemples de gens dont le métier n'existe tout simplement pas. Je pense par exemple à ma copine Marie qui est psychomotricienne et le métier n'existe pas aux États-Unis. Ou, dans ton cas, tu es kiné. Et en fait, l'équivalence, c'est vachement plus compliqué que ce qu'on t'avait vendu. Et du coup, je trouve que ce serait intéressant qu'on en discute. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, à quoi est-ce que tu t'attendais en arrivant et comment est-ce que ça s'est passé, quoi. Alors, je savais que ça allait être un peu compliqué. Je t'avoue que je m'attendais pas à aussi compliqué, aussi long. Quand on a pris la décision que j'allais partir, j'ai commencé à me renseigner. Ce qui est très difficile, c'est qu'en France, il y a très peu de personnes qui ont fait ça au niveau kiné. Peut-être parce que c'est compliqué. Donc il y a la théorie, mais il y a peu de pratique finalement. Voilà. Et donc en France, il n'y a pas beaucoup d'infos, si tu veux. Quand tu vas sur le site de l'Institut national de la kiné, on te dit, vous déménagez aux États-Unis, vous faites votre équivalence, vous prenez vos valises et puis c'est bon. Et en fait, pas du tout. Non. Donc, j'avais essayé de trouver des Français qui l'avaient fait pour discuter, tu vois. Enfin, c'est toujours intéressant de discuter avec des gens qui ont fait ça pour savoir vraiment comment ça se passe. Le seul blog que j'avais trouvé, il datait d'il y a 10 ans. J'avais un contact à Monterrey d'un Français qui l'avait fait il y a 30 ans. Ah, mais quand même, dans la même ville, c'était quand même un coup de bol, ça. Voilà. Ouais. Mais il y a 30 ans, c'était complètement différent. D'accord. Okay. Donc, ça aidait pas beaucoup. Et du coup, j'ai commencé, alors j'étais pas aussi bilingue que je le suis aujourd'hui, et on va y revenir, ça m'a fait faire quelques erreurs, mais je me suis renseignée du côté américain, du coup. D'accord. Parce que tu sais que, ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'il y a tellement de risques de procès pour tout et n'importe quoi, qui détaillent tout. D'accord, ouais. Donc, quand tu fais une procédure d'équivalence, ils te disent, faites ci, faites pas ça. Pas qu'on puisse venir leur dire, vous m'aviez dit, voilà. Donc ça, c'était très bien pour moi. Ça m'a permis d'y voir un peu plus clair. Et donc, au départ, ce qui se passe, c'est que tu passes par un organisme, en fait, qui est responsable de la transcription. Alors, pas la traduction, c'est important. Ah, c'est quoi la différence ? De ton dossier. Donc, traduction, c'est d'un langage à l'autre. Ouais. Transcription, en fait, ils vont prendre toutes tes notes et tous tes résultats scolaires et ils vont les adapter par rapport au système américain. Ah, ok. Donc, genre, un 18 sur 20, c'est un A ou des trucs comme ça, tu veux dire. Voilà. Après, alors, eux, ce qu'ils font plutôt, c'est les crédits universitaires. Donc, vous avez fait tel cours sur la neurologie, ça vous donne 0,87 crédits. Voilà. Ah, c'est marrant. Moi, mon université me l'avait fourni, moi, quand je suis arrivée aux États-Unis. Mon université française m'a fait cette transcription, moi. Alors, la différence, c'est que quand moi, j'ai fait kiné, on n'était pas sur un système universitaire. Ah, d'accord. C'était un DE, en fait. Un DE qui avait pour équivalence, à l'époque, une licence. Au fur et à mesure des années, ils ont réévalué ce diplôme. On a aujourd'hui l'équivalence d'un master. Et en fait, il y a à peu près 3 ou 4 ans, ils ont enfin harmonisé avec le système européen.
Et si tu veux, tu peux ensuite aller en Europe pour faire un doctorat. Mais donc, quand je me renseigne, voilà, au départ, donc, ils te disent, vous nous fournissez tous vos documents scolaires. Votre école nous fournit tous vos documents scolaires. On les transcrit. On vous renvoie un email avec la copie tamponnée. Vous faites traduire ça. Et puis, on vous fait la validation de votre master. Une fois que votre master est validé, vous passez l'examen national, donc ce qu'ils appellent le NPTE, qui est l'examen national des masseurs-kinésithérapeutes aux États-Unis après leurs 4 ans d'études de kiné. Et puis voilà, vous êtes kiné. Donc toi, t'es assez optimiste à ce moment-là. Tu te dis, ok, c'est un peu relou, mais bon, on va le faire et puis ça va aller, quoi. Je tablais, je t'avoue, sur un an et demi, tu vois. Ah oui, quand même. Donc tu t'attendais quand même à quelques obstacles. Alors après, dans tous les cas, j'ai pas pu travailler pendant à peu près 6 mois parce que j'attendais ma green card. Enfin, je savais que, tu vois, à peu près un an et demi, bon, je m'étais dit, je trouverai un boulot entre-temps, je ferai autre chose et puis ça ira, quoi. Voilà, on en est à 2 ans et demi, hein. Un peu plus même. Alors, premier obstacle, l'administration française. Je sais pas si c'est que dans très compliqué. Alors, récupérer mon dossier, pas de problème. Les faire envoyer le dossier aux États-Unis, j'ai pas réussi, figure-toi. En Angleterre, en Inde, les universités envoient ça directement. Enfin, il y a pas de question. Tu vois. Moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, le problème, c'était que si l'université l'envoyait pas, c'était pas accepté. Ouais, parce qu'en fait, il faut pas que tu aies changé tes notes, faut pas que tu t'inventes un diplôme, enfin, ça. C'est ça, voilà, c'est le principe. Donc, on a pris un peu les devants en croisant les doigts que ça passe, parce qu'il faut savoir que la première, ce qu'ils appellent une review, la première review que j'ai faite, c'était déjà $1,200 à l'époque. Waouh. Voilà, c'était la première. Sachant que tu viens de te taper quand même, enfin, on précise, la green card, qui était déjà aussi un budget. Voilà. Ouais, on était en train de faire, pas encore parce que c'était en novembre, mais on allait faire la green card, plus le mariage, oui. Ça fait quand même un vrai impact sur les économies quand même, tout ça. Ah oui, Dylan me dit souvent, alors en tant que date, tu es un peu, t'es cheap, pas très cher, parce que je suis très contente de tout. Mais alors par contre, en tant qu'épouse, voilà quoi. On a un peu pris les derrière et on a envoyé nous-mêmes de France les documents. On s'était dit qu'à partir du moment où il y avait un tampon à Marseille, ils connaissaient pas la France assez pour que ça... Voilà. Donc on a fait ça, c'est passé. Le truc, c'est qu'il fallait que je passe le TOEFL, l'examen donc de langue anglais seconde langue. Et quand je suis arrivée, donc tout ça c'est parti, enfin ça a commencé. Quand je suis arrivée aux États-Unis, notre avocate m'a dit, passez le TOEFL une fois que vous avez le mariage officiel, que tout va bien, tu vois. Donc j'ai attendu 6 mois de plus. J'ai passé le TOEFL. Alors pour cet examen-là, il te faut, tu sais, enfin le TOEFL c'est pas un pass ou fail. En fait, t'as des notes et en fonction de là où tu veux faire la demande, t'as un seuil, voilà. On te dit il faut avoir au minimum temps pour pouvoir venir, quoi. Et puis donc je passe le TOEFL, j'envoie les résultats, etc. Entre-temps, j'ai ma green card, donc je peux commencer à travailler. Tu fais quoi du coup? J'ai trouvé un boulot dans une famille américaine. D'accord. En tant que nanny ou? Nanny, assistante, un peu esclave entre guillemets. Esclave. Merde. J'étais la fille à tout faire. Ça se passe très très bien au début. Enfin, moi, je suis ravie de pouvoir retourner bosser, tu vois. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, j'avais le mariage à préparer. Enfin, j'ai préparé un mariage américain en 4 mois et demi, 5 mois. Tout ça, ça m'a bien occupée. Puis après, il y a eu la visite de la famille, etc. Et quand la famille est partie, ça a fait un grand vide. Hein. Je savais pas quand est-ce que j'allais les revoir. Enfin, tu vois, donc c'était bien qu'à ce moment-là, après quelques temps, je retrouve le boulot. Et donc, je commence à faire des prospections pour la traduction de mon dossier. Et j'avais, pour te donner une ordre d'idée, 35 pages, tu vois, ce qui est pas premier devis, $3,000. Waouh. Et là, on se dit bon. Va falloir qu'on trouve une solution parce que ça commence à, tu vois, voilà, comme tu disais, la green card, le mariage, tout ça, la crédit card américaine, elle commençait à chauffer. Ouais, tu m'étonnes. Donc, en fait, on a la chance à Monterrey, et ça, je le conseille, si vous avez besoin de traduction officielle. Alors, nous, on a un institut de langue ici. Monterrey, c'est connu pour ça. Et en fait, il y a des étudiants qui sont accrédités, c'est-à-dire qu'ils ont le fameux tampon notarial. Mm-hmm. Tu sais que tu vas faire des fois à FedEx. Là. Donc, ils ont ce tampon-là parce qu'ils sont étudiants, ils sont presque diplômés. Et ils font ça un peu en plus, pour gagner 3 sous en plus.
Voilà, donc je suis passée de 3 000 en moyenne, parce que j'avais quand même fait faire 5 devis, et là j'ai payé 600. Et en plus, ça a aidé un étudiant, il était en train de se marier, c'est un mec qui est super, donc ça a arrangé tout le monde, quoi. Donc on a fait ça, il a envoyé mes documents, et puis là c'était parti pour 3 mois. Parce que la première review, ça prend 3 mois. Et voilà, donc c'était parti. Et puis, tu vois, dans ma tête, je me dis, bon, on verra bien ce qui se passe. Et là, j'apprends l'histoire des crédits universitaires. Bon, on verra combien ils m'attribuent de crédits, parce que c'est pas un transfert direct. Enfin, tu vois, c'est pas j'avais tant de crédits en France. J'ai l'impression que c'est un peu à la gueule du client, non ? Oui, alors, on va être honnête. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros protectionnisme sur les emplois dans la santé aux États-Unis. Ah, d'accord, ok. Alors moi, j'ai une chance, entre guillemets, c'est que je peux faire une équivalence. Tu prends un dentiste. Un dentiste ne peut pas faire d'équivalence. Il faut refaire tes 10 ans d'études. Ah ouais. Voilà. Un médecin peut, mais ça prend des années. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, devenir kiné, ça coûte à peu près $150,000. Et c'est la fourchette basse. D'accord. En France, même si tu vas dans l'école la plus chère de France, tu t'en sors pour même pas 30 000. Voilà. Ensuite, t'es payé par la Sécu. Enfin, bon, il y a un vrai protectionnisme au niveau des boulots, ce qui est assez hallucinant parce que tu prends Monterrey, qui est une toute petite ville, il y a 40 offres d'emploi en ce moment. Ils en manquent. Mais ils rendent la chose très compliquée. Bon, la review se lance et je crois que c'était au mois de mai 2020, donc en pleine pandémie. Je reçois mes résultats, tu vois. Et puis là, je comprends mon erreur parce que d'un coup, j'avais 52 crédits universitaires à rattraper. D'accord. Alors pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, un semestre complet, c'est entre 16 et 18 crédits universitaires. Donc ça représentait à peu près l'équivalent de 3 ans d'études. Non. J'ai déjà fait mes études en France, j'ai exercé pendant presque 10 ans. Oh, l'angoisse. Mais t'as pas vrillé, toi, quand t'as vu ça ? Enfin, t'étais dans quel état d'esprit ? Ça t'a un peu panique, non ? J'étais au fond du trou, on peut le dire. Puis sachant que, moi j'ai un côté qui est pessimiste. Alors je m'améliore beaucoup avec la vie américaine et mon mari, mais sur le coup, le monde il s'est effondré, tu vois. J'allais plus être kiné, quoi. Donc j'ai commencé à réfléchir même à ce que j'allais faire. Bon, mon mari très optimiste m'a dit, écoute, on va prendre les problèmes un à un. Et c'est là où je me suis beaucoup renseignée. J'ai fait beaucoup de forums, etc. En anglais. Notamment un groupe, en fait, sur Facebook pas qui travaille, mais qui est spécialisé sur l'organisme d'accréditation pour lequel je suis. Et il y a énormément d'Indiens, d'Anglais, d'Australiens, d'internationaux qui font le même process. Donc c'est un peu l'entraide, quoi. Donc déjà, ce que j'ai appris, c'est qu'en France, il fallait que j'envoie mes 2 années de médecine que j'avais faites. D'accord. Ah ouais. Et ça, je savais pas. Voilà, parce que j'étais pas bilingue à ce point-là, à ce moment-là. Et donc, si jamais vous faites une équivalence de kiné aux États-Unis, n'oubliez pas d'envoyer vos écoles de médecine. Donc ça a été envoyé. Et de mon côté, je me suis inscrite à ce qu'on appelle le Community College de Monterrey pour attraper des cours qu'évidemment je n'avais pas, puisque c'était des cours d'anglais, d'histoire et de psychologie. Forcément, j'avais pas fait ça en France. L'histoire américaine, on n'étudie pas ça en France. Donc, j'ai fait ça au parallèle. Et puis, j'ai rattrapé aussi 2 cours qui étaient indispensables pour la kiné. Parce que c'est un truc rigolo, par exemple, les heures, tu sais, de clinique. Ils te demandent 350 heures. Et j'en avais l'équivalent de 3200. Donc ça, j'avais rien à rattraper. J'étais tranquille. J'ai rappelé tout ça, j'ai tout envoyé. Et puis, encore une fois, il a fallu faire traduire. Que là, on en était déjà quasiment à 2500, $3,000 en tout, tu vois. Juste pour un diplôme qui, pour l'instant, n'est pas validé. Ah, mais pour l'instant, je sais même pas quand est-ce que je vais être kiné, si je le serai un jour. Donc, j'ai envoyé ma 2e review et j'ai eu les résultats la semaine dernière. Et là, donc, il me reste 5 crédits universitaires. Un cours. Donc, ce qui est rigolo, c'est que j'ai tout validé, mais on te dit, il te reste 5 crédits. Et alors là, je leur dis, vous êtes gentils, mais je les prends dans quoi ? Parce qu'ils te disent rien, c'est ça le truc. Si jamais tu veux savoir quel crédit rattraper, tu les payes encore $1,200, tu vois. Donc, bon. En fait, tu dois être une des seules à faire toutes ces démarches. En fait, les mecs, ils doivent se dire, non, mais on va la dégoûter, elle va passer à autre chose. Non, je pense elle est encore là. Il y a, honnêtement, pour en parler avec d'autres gens, je pense que c'est vraiment un truc sur le long terme, tu vois, tu dois tenir, quoi. Tu dois vraiment le vouloir. Après, une fois que tu as déboursé $3,000,
bon, t'as pas envie de lâcher non plus, tu vois. Non, bien sûr. Mais en fait, tu te dis, genre, à ton prochain entretien d'embauche, tu veux, quand on va te demander si t'es quelqu'un de motivé, tu peux donner ça comme exemple, quoi. Tu fais, vous avez vu ce que ça m'a pris d'arriver là, quoi. J'ai fait ça quand, là, j'ai changé de boulot. Donc, après avoir été nanny, tout ça, je me suis enfin remis dans mon domaine. Je suis ce qu'on appelle un PT technician. Ça n'existe pas en France, mais ça serait l'équivalent d'une assistante dentaire. Pour les kinés, pour un kiné. D'accord. Dans une grosse clinique. Et c'est exactement l'exemple que j'ai donné sur la détermination, tu vois. Ouais. Voilà, ça fait 2 ans et demi, je suis toujours. Ouais. Mais là, donc j'ai envoyé ma dernière review, j'ai eu la réponse, comme je te disais, et je leur ai demandé, et en fait, ils m'ont dit, ben non, vous prenez ce que vous voulez. La bonne nouvelle que j'ai eue il y a 3 jours, là, c'est qu'en fait, je peux prendre un cours de français. Ah, ouais, voilà, comme ça, t'as pas besoin de bosser. Voilà. Et au lieu de prendre un cours qui me prend un semestre, donc à peu près 5 mois et demi, qui me coûte, je peux faire ce qu'on appelle un CLEP exam. C'est un examen de basique français. Honnêtement, si je le passe pas avec 100%, je rentre à la maison avec la queue entre les jambes. Parce que genre, où est Jean-Michel? Jean-Michel est dans la chambre. Si j'y arrive pas, bon, voilà. Donc ça, c'était la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça commence petit à petit. Mais dans cette histoire, parce que là, tu te dis, ah, c'est trop bien, elle va avoir son équivalent. Bah oui, ça y est, t'approches du but. Non, en fait, je vois la lumière, mais elle est encore un peu loin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai validé ça, j'ai donc à passer ce fameux examen là de national NPTE. J'en ai pour 4 à 6 mois de préparation, parce que c'est un QCM de 450 questions en anglais, sur la totalité de l'enseignement de la kiné. Sauf que j'ai fait mes études il y a 10 ans, en français, et que tu oublies beaucoup de choses. Voilà. Donc, on a tablé sur encore une petite année. D'accord. Voilà. Ok. Je te ferai un petit bonus. On se reparle en août 2022. Et en août 2022, on pourra sortir le champagne. Est-ce que à un moment, je comprends que tu es déterminé et tout, mais genre, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, attends, vas-y, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Ou est-ce que tu es resté toujours super focus sur l'objectif? L'objectif, c'est que je sois kiné aux États-Unis. Non, quand j'ai reçu le truc avec 52 crédits, alors, c'était la grosse différence entre Dylan et moi, justement. C'est que moi, le monde, il s'est effondré et je me suis dit, c'est mort, quoi. Je vais pas reprendre 3 ans d'études. Non, ça va nous coûter un bras, donc j'ai déjà commencé dans ma tête à faire le deuil, quoi. À faire le deuil, à imaginer ce que je pouvais faire, parce que bon, je touche un peu à tout, c'est une de mes avantages, mais je savais qu'il fallait que je reste dans le soin. Tu vois, j'ai besoin de prendre soin des gens, mais ça peut se faire sous plein de formes, de prendre soin des gens. Je t'avoue qu'à ce moment-là, j'ai un peu perdu espoir. Et puis, mon mari est un éternel optimiste, m'a dit, écoute, on lance la prochaine review, on se serre un peu la ceinture, on fait ça, et on voit ce qu'il en est, tu arrêtes de te prendre la tête là-dessus, ça va de tous les cas prendre 2-3 mois pour que ça revienne. Tu arrêtes d'y penser, une fois qu'on la reçoit, on décide. Et dans ma tête, je m'étais dit, ok, donc j'ai 3 solutions. Soit mon master est validé. Et dans ce cas-là, c'est la meilleure solution, j'attaque NPTE, je me lance, on y va. Soit j'ai quelques crédits à rattraper, ça peut valoir le coup. Mais si j'ai encore 40 crédits à rattraper, parce que le truc, c'est que j'avais aucune idée de combien ils allaient attribuer pour mes années d'études en médecine. C'est ça qui est très dur, je pense, c'est que c'est le flou complet. Et donc, je m'étais dit, voilà, si j'ai 40 crédits, j'avais dit à Dylan était essayait de me dire, non, mais chérie, c'est quand même un investissement pour l'avenir. Les kinés, faut savoir qu'aux États-Unis, en Californie encore plus, je sais pas. Boston, je sais que c'est très cher, mais dans le reste des États-Unis, je sais pas. Mais on gagne à peu près 10 fois ce qu'on gagnerait en France. Donc tu te dis que c'est un investissement et que ça te reviendra aussi à un moment, quoi. Voilà. Entre-temps, Dylan a switché de carrière en plus. Donc on s'était dit, bon, si à la fin on a nos 2 carrières, lui dans la data science, moi dans la kiné, la maison en Californie, elle sera potentiellement abordable. Et puis la revue est arrivée et il restait 5 crédits. Et en fait, je l'ai pris comme un signe. Je me suis dit, bon, non, c'est une bonne chose. Là, faut continuer. On y est presque, entre guillemets, tu vois. C'est un peu comme la green card, la nationalité, tu sais, t'attends pendant des années et tu te dis, je vais pas rentrer en France maintenant. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis déterminée vraiment, ça y est, là, j'ai mon objectif. Là, je sais que les 5 crédits, je vais les passer très vite. Mais sur le coup, non, ça m'a foutu un gros coup de me dire, waouh. Bon. Je comprends. Mais en tout cas, bravo pour ta détermination. Comme quoi,
c'est bien de pas avancer complètement tout seul dans la vie parce que t'as un mari qui t'a soutenu et puis qui a l'air assez optimiste et c'est super et c'est chouette en fait. Vous complétez vachement bien. Est-ce que il y a un conseil en fait justement que tu te donnerais toi quand t'as débarqué en Californie en disant ouais cool salut moi je suis kiné, mais en fait non. Alors si j'avais un conseil, je dirais, et ça va le faire rire s'il écoute ça, mais que j'aurais dû écouter mon père. Parce que dans la tête de mes parents, ça allait pas être si facile, si beau, si rose, tu vois. Avant que je parte, j'ai eu une très grande discussion avec eux et ils me disaient « Chérie, on sait que tu l'aimes, on sait que c'est très dur ce que tu vis aujourd'hui, mais là, tu rentres d'un voyage, ton compte en banque, il est quand même pas mal atteint. Peut-être tu travailles 6 mois de plus, 1 an de plus. » Et puis, vous vous retrouvez, peut-être ça sera plus facile, peut-être tu auras avancé tes démarches, tu vois. Alors, je suis pas... je te dis ça aujourd'hui, mais je suis pas sûre que j'aurais été capable de le faire. Je suis une très grande romantique, donc pour moi, c'était dans ma tête, c'était décidé. Mais c'est vrai que on en a... Moi, je suis pas venue, comme tu sais, avec un contrat d'expat. Je suis pas venue avec un mari qui avait son boulot, sa carrière toute tracée. On était, j'avais un peu l'impression de revenir à mes années étudiantes, tu vois. Mais on a quand même galéré pas mal, surtout avec la pandémie. Dylan avait perdu son boulot et tout. Ça a été quand même difficile. Et je m'attendais pas à ce que tout ça coûte aussi cher, en fait. Et puis, j'aurais peut-être changé de boulot plus tôt. Donc, si le conseil, ça serait essayer, même si c'est du volontariat, de rester dans votre branche pour pas perdre, en fait. Même si vous pouvez pas travailler, faites du volontariat. Voilà, essayez de rester en contact avec ce milieu-là. Puis c'est aussi, j'imagine, te faire un réseau dans ce domaine-là, sur place. Ça t'aidera certainement. Alors ça se fait assez vite. Tu sais, les Américains sont très doués pour le networking. Donc si tu cherches un peu, ça se fait. Là, j'ai un réseau un peu solide qui m'a aidé à trouver ce boulot-là aussi. Ils ont signé, tu vois, ils se sont portés un peu garant de moi, entre guillemets. Mais c'est plutôt rester dans le milieu parce que tu perds très vite. Et puis ça manque. Moi, je suis... Toi, t'es passionné par ce que tu faisais aussi, quoi. Un conseil que tu donnerais pour ceux qui ont envie de tout envoyer valser, quoi, quand t'en as ras-le-bol, quand tu vois que c'est trop compliqué. Parce que tout le monde n'a pas un Dylan. Tout le monde n'a pas un Dylan, c'est vrai. Je pense qu'il faut regarder le chemin parcouru et le chemin à parcourir. Parce que c'est ça, en fait. Ça peut paraître extrêmement long, extrêmement décourageant, extrêmement cher. Il faut savoir... Déjà, avant de se lancer, il faut savoir si on veut faire ça. Parce que, honnêtement, moi, une fois que j'ai fait tout ça... Alors, déjà, il y a un truc, c'est qu'il faut que j'exerce 2 ans en Californie avant de pouvoir changer d'état. Sinon, il faut refaire tout le processus international. J'espère que vous êtes sûrs de vous, là. Oui, non, on va rester là-dessus. Mais... au-delà de ça, je pense qu'il faut être sûr que c'est ce que tu veux faire, parce que c'est quand même un investissement. Alors, un exemple tout bête, mais je discutais avec une kiné américaine qui m'a aussi aidée en me disant « Marjorie, même si ça te coûte $10,000, moi, ça m'a coûté 250 000. Donc, les $10,000, tu vas les rembourser la première année où tu travailles. Sois patiente, tu vois. Mais c'est pas facile. Il faut vraiment s'accrocher... et trouver encore un boulot qui vous plaît entre-temps. Tu vois, moi, ça a été dur parce que j'avais pas un boulot qui me plaisait forcément. Donc, essayez de faire quelque chose qui vous plaît pour laisser passer ce temps et ne pas vous fixer d'objectifs en vous disant dans 1 an, je suis kiné. Non, laissez faire les choses. Essayez de faire un maximum avant de partir. Genre les notes, les transcriptions, les machins. Les voilà. Même les traductions, c'est beaucoup moins cher en France et t'es pas obligé de les faire aux États-Unis. Même prendre des crédits en ligne, pourquoi pas dans une université américaine. Tu vois, voilà. Essayez de faire un peu tout ce qu'on peut avant de partir pour raccourcir ce temps-là. Parce qu'on sait jamais, quoi. Ça peut aider. Tu nous parlais de Monterey et des phoques dans l'océan. Donc, à part le fait qu'il fait pas super chaud, est-ce que tu pourrais nous embarquer en balade à Monterey, en fait? Là, je ferme les yeux. J'arrive à Monterey. Qu'est-ce que je vais ressentir? C'est quoi l'atmosphère de cette ville? Qu'est-ce que je vais voir? Alors, quand tu arrives, il paraît, parce que moi, j'y suis habituée maintenant, mais il paraît que la première chose que tu vas sentir, c'est l'air de l'océan. Ah, l'iode. Donc le Pacifique Nord, comme on disait, qui est assez froid, est très présent à Monterey, puisque c'est une ville côtière.
Tu vas sûrement entendre, si tu restes le soir, les phoques, les seals, les petites loutres de mer, tout ça, ça fait un petit bruit de fond qui est assez sympa. Bark, 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 bark. Et c'est en fait, c'est une petite ville. Il y a 35 000 habitants. Donc, c'est à taille humaine, vraiment. Enfin, c'est même un peu petit, mais... Mais Monterey, c'est pas la ville où il y a la série de Reese Witherspoon, là ? Si, Big alors, Little Lies. voilà, c'est la série qui est connue pour la... Sachant que, bon, les 3 quarts de la série ont été tournés à Malibu, mais mais il y a quelques images de Monterey. Il y a notamment le fameux Bixby Bridge sur Big Sur. D'accord. En fait, c'est une route côtière donc qui part la Highway 1 qui qui est magnifique. On a la chance d'avoir cette portion côtière à 10 minutes de la maison. Quand il vient au printemps, il y a des fleurs sauvages partout. Ça sent les fleurs, ça sent l'océan. Enfin, c'est vraiment un endroit qui est magique. Des falaises à couper le souffle. Et c'est vrai que c'est une petite ville qui a beaucoup de charme. Donc c'était la capitale de la Californie avant l'invasion mexicaine. Et en fait, il y a beaucoup de bâtiments, si tu veux, qui sont restés, qui sont préservés, qui sont du style espagnol. Après, il y a une grosse partie où Monterrey, c'était une base militaire. Il y a une énorme base militaire juste à côté qui servait à la préparation des soldats avant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour la guerre du Pacifique. Donc, il y a quand même toute une architecture dans l'ancien Monterrey qui est très militaire, tu vois. Donc, on n'y va pas pour l'architecture, mais c'est vrai qu'on y va pour juste le plaisir de se balader, la tranquillité et la magnifique portion de Big Sur. Si vous venez vous balader, il vaut mieux aller à Carmel pour l'architecture. C'est la ville un peu où les maisons, elles ressemblent à des contes de fées. Ils ont des toits un peu bizarres. Voilà. Mais Monterrey, c'est une petite ville tranquille et c'est vrai que c'est vraiment un endroit que j'apprécie. Est-ce qu'il y a une spécialité locale, une spécialité culinaire à surtout pas louper quand on va à Monterrey ? Bon, il y a la fameuse clam chowder, qui est une espèce de soupe à la crème au poisson, qui se fait un peu sur toute la côte Pacifique Nord. C'est trop marrant parce que c'est la spécialité à Boston aussi. Ouais, je crois qu'il l'a un peu partout. Dans la baie de Monterrey, alors on a une baie qui est magnifique, qui est un trésor qui est extrêmement préservé, parce qu'on a la chance de voir des baleines toute l'année. Là, on était allé voir des orques. Enfin, c'était assez fou. Donc ça, c'est un truc à faire absolument. Et on a du saumon, en fait, du saumon sauvage. Donc quand c'est la saison du saumon et des crevettes, il y a toute une pêche qui est raisonnée, heureusement pour nous, et qui nous fait avoir du saumon frais et des crevettes juste là, quoi. Donc c'est assez cool. Donc ça, c'est au niveau culinaire. Après, c'est vrai que c'est un endroit à visiter, quoi, je trouve, et avec des locaux, parce que on sait où aller. Toutes les copines qui sont venues pour l'instant, elles ont bien aimé. Donc si un jour tu viens, on te fera faire la petite visite. Je crois qu'après 2 ans et demi d'expatriation, je me sens toujours française, parce que j'ai encore quand même pas mal de choses qui me manquent, notamment le fromage, bien sûr la famille et les amis, mais même quelques petites habitudes comme rester des heures au restaurant ou, je sais pas, se balader dans des villes avec une architecture agréable. Parce que c'est vrai qu'à Monterrey, on a une architecture quand même assez militaire ou hispanique. Donc ça me manque les beaux bâtiments l'haussmannienne. Mais il y a quand même quelques habitudes américaines que j'ai prises. Notamment la fameuse positive attitude, comme on dit. C'est vrai que ça fait très cliché, mais on se rend compte que c'est assez réel. Je pensais que c'était réservé à Dylan, qui est toujours très positif, très optimiste, comme je te disais. Mais en fait, plus je connais d'Américains, et plus je me rends compte que c'est vraiment une façon de penser. Ils voient souvent beaucoup plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et j'avoue que ça fait du bien. Alors, je sais pas si c'est réservé à la Californie, mais c'est vrai que c'est un état d'esprit qui aide à avancer et qui rend les gens, j'ai l'impression, un peu plus heureux que d'être pessimiste. Après, pour l'instant, voilà, ça fait que 2 ans et demi. Peut-être que dans 10 ans, je te dirais que je me sens plus américaine que française. Je sais pas, j'ai quand même passé 30 ans de ma vie en France. Il faudra peut-être un peu plus que 10 ans, je sais pas. Et pour l'instant, vu que j'ai pas encore la nationalité et que j'ai pas fait
allégeance au drapeau américain. Je ne sais pas où j'en suis, mais on verra. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez récurrent chez les gens qui habitent à l'étranger, qu'on soit expat ou immigré. On a un peu, pardonne-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Quand on rentre en France, y a plein de choses qui nous choquent. Quand on est aux États-Unis, pour ma part, il y a plein de choses qui me choquent encore, notamment les inégalités sociales et le prix de la santé. Enfin, il y a plein de choses qui sont encore un peu choquantes, mais c'est vrai qu'on se sent plus trop à la maison en France, on se sent pas trop complètement à la maison aux États-Unis. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Marjorie pour son témoignage, sa gentillesse et son partage. J'espère que comme moi, vous avez apprécié la balade, vous avez aimé découvrir son joli coin de Californie et j'espère aussi que son témoignage aidera celles et ceux parmi vous qui ont des difficultés pour faire reconnaître leur diplôme et ainsi exercer leur profession, peu importe le pays dans lequel vous avez décidé de vous expatrier. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, vous le savez, on est à peu près partout, LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez en discuter avec nous, notre invité et toute la communauté de French Expat. Bon, et dans tout ça, on part où la semaine prochaine ? Écoutez. Moi, je m'attendais à rien du tout parce qu'en vrai, j'avais surtout besoin de partir de Paris plus que d'arriver quelque part. Parce que moi, mon but, c'était de partir de enfin plus être dans l'attente en France et de me dire oui, mais ça ira mieux, ça sera mieux ça, puis machin, puis c'est moi et de me rejeter la faute. C'était ça y est, j'avais pris les choses en main, j'étais partie et en fait, j'avais gagné que je reste parce que tout le monde m'a dit oui, mais si tu restes, si t'as un coup de blues et que tu rentres dans un mois. C'est pas grave parce qu'en fait, je suis partie parce que c'était ça mon objectif, c'était ça mon challenge. Ça y est, je crois que c'est la fin. À moi de vous remercier d'être là chaque semaine, d'être aussi fidèle. Votre soutien nous porte chaque semaine et nous donne envie de nous dépasser. Alors merci, très belle semaine à vous et à mardi.